Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourissettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Comment se lancer dans l'approche Montessori ? Il y a quelques années, j'ai créé un groupe Facebook ouvert à tous qui s'appelle Montessori à la maison, le terrier des Montessori 7. Eh bien, l'une des questions qui revient le plus souvent sur ce groupe Facebook est justement celle-ci. Je voudrais me lancer dans la pédagogie Montessori, par quoi dois-je commencer ? C'est donc à cette question que nous allons tâcher de répondre aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais remercier Lidvine, qui a laissé cet avis sur Apple Podcast. Toujours aussi passionnante, Anne-Laure nous donne des pistes claires et concrètes pour mettre la pédagogie Montessori à notre portée. Merci pour ce podcast qui complète bien les formations proposées en ligne et la bibliothèque de ressources, le terrier des Montessori 7. Eh bien, merci beaucoup Lidvine. Et merci beaucoup de mentionner au passage les formations que je fais sur la pédagogie Montessori, ainsi que le terrier des Montessori 7, qui est une communauté au sens large. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'un groupe Facebook, ça n'est qu'un des aspects de cette communauté. En fait, le terrier des Montessori 7, c'est vraiment la communauté gratuite, la plus large des Montessori 7. Elle comprend à la fois une bibliothèque de ressources, avec entre autres des extraits de mes formations, certains documents partagés, des PDF, des choses comme ça, un groupe Facebook pour l'entraide et la communauté, et puis des mails régulièrement que j'envoie pour parler de la pédagogie Montessori, de la parentalité, ou simplement pour essayer de vous faire réfléchir et de vous aider à vous poser des questions, sans avoir forcément moi-même toutes les réponses. Donc merci beaucoup Lidvine, ça me touche énormément. Et voilà, si tu m'entends, un grand merci d'avoir pris le temps de faire cette démarche et de laisser un avis sur Apple Podcast. Et au passage, de te qualifier pour essayer de gagner 2 jeux que j'ai mis en jeu pour le lancement de ce podcast, puisque je tirerai au sort le gagnant parmi les 100 premiers avis sur Apple Podcast. Si jamais vous voulez laisser un avis mais que vous n'avez pas d'appareil Apple, vous pouvez télécharger iTunes sur votre PC. Ça fonctionne très bien aussi. Mais revenons-en un petit peu à nos affaires montessoriennes. Alors je vous avoue que là je me laisse un petit peu emporter par la douceur du soir. Les enfants sont couchés, nous sommes allés pique-niquer, c'est le premier soir du déconfinement. Oui, nous sommes lundi soir et j'enregistre ce podcast un peu au dernier moment pour mardi matin, mais bon, c'est comme ça. Et donc, nous avons profité pour aller pique-niquer et retrouver un peu notre chère forêt. Ça nous avait manqué, et même s'il faisait à peu près 15 degrés dehors, nous avions les pulls et les manteaux, mais nous avons pique-niqué sous un très beau temps. Simplement un temps un peu frais. Les enfants ont couru à en perdre haleine à travers les hautes herbes. Nous avons écouté l'eau qui ruisselait, puisque c'est le lieu d'un ancien moulin à eau. Et c'était un très beau moment à, simplement s'évader pour 1 heure juste à côté de chez nous. Ça nous a fait énormément de bien. Et donc, je voudrais essayer de partager avec vous cette sérénité que j'éprouve là, tout de suite, si vous voulez vous-même vous lancer dans l'approche montessorienne et la pédagogie Montessori. Car souvent, on est un peu perdu et désemparé, on ne sait pas trop par quoi commencer, mais il y a beaucoup de sites, beaucoup de blogs, beaucoup de livres, beaucoup d'émissions qui parlent de la pédagogie Montessori, qui évoquent tellement de choses, de l'aménagement d'une salle de bain Montessori, à l'entrée dans la lecture, en passant par la numération, ou la géographie, ou la nature. Bref, on ne sait plus quoi faire, quoi proposer à ses enfants. La première chose que je vous recommande par-dessus tout, et vraiment, je vous supplie de m'écouter sur ce point, c'est de ne pas vous ruer sur le matériel. Je vois trop de familles, beaucoup trop, qui se laissent emporter par cet élan, par cette mode montessorienne, et qui achètent du matériel, qui achètent ce qui dans leur tête sont des jeux Montessori, et qui les proposent à leurs enfants, comme ça,
sans présentation, sans cadre proprement montessorien. Et évidemment, ça échoue. Les enfants ne s'y intéressent pas, ou ils s'y intéressent un moment et ils s'en désintéressent tout de suite après. Et à ce moment-là, les familles commencent à désespérer, se disent qu'elles se sont fait avoir, que après tout, ça n'était qu'un effet de mode, que ça ne correspondait pas à leur enfant, bref, que la pédagogie Montessori, ça n'est pas pour eux. Et je trouve ça profondément dommage, car en fait, ces familles ont été trompées. L'essentiel dans la pédagogie Montessori n'est pas le matériel, absolument pas. C'est avant tout un état d'esprit, une philosophie, une vision de l'enfant, une anthropologie, si on veut. Mais le matériel n'est que l'un des aspects de l'approche montessorienne. C'est vrai que j'aime bien ce nom d'approche montessorienne. Parce qu'on voit que c'est une démarche. Ça n'est qu'une démarche. Rien n'est figé dans la pédagogie Montessori. Et c'est avant tout une posture que nous pouvons adopter. Alors, une fois qu'on est parti du bon pied et qu'on s'est retenu d'aller acheter du matériel, qu'on a réfréné ses ardeurs, que faire? Eh bien, avant tout, se poser quelques questions. Car l'approche montessorienne est exigeante. Alors, suis-je vraiment prête? Oui, vous savez que j'emploie le féminin. Pour moi, tout le monde ici est une sourisette, homme ou femme. Alors, suis-je vraiment prête à suivre, entre autres, le rythme de l'enfant? Suis-je vraiment prête à suivre mon enfant dans ses apprentissages? Ou est-ce que je tiens absolument à ce qu'il sache lire le plus tôt possible, à ce qu'il sache compter le plus tôt possible, à ce qu'il sache marcher s'il est tout bébé le plus tôt possible? Quelles sont mes attentes en la matière? Suis-je prête à prendre du temps, à laisser du temps à mon enfant, même si cela veut dire que dans certains domaines, il apprendra sans doute plus tard que d'autres enfants, et que dans d'autres domaines, il apprendra plus vite que d'autres enfants? Étonnamment, le deuxième point pose rarement problème. On est toujours prêt à s'adapter au rythme de l'enfant tant que notre enfant est en avance. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à entendre, même en formation. On a beau entendre, oui, il faut respecter le rythme de l'enfant, et on hoche la tête, on se dit, oui, bien sûr, je vais respecter le rythme de mon enfant, mais quand même, mon enfant, il est intelligent, il n'est pas bête, donc il sera plutôt en avance. Si je respecte son rythme, il fera tout un peu plus vite que les autres, et ça va être ça, le respect de son rythme. Eh bien non, c'est un peu plus compliqué, et moi-même, j'ai dû l'admettre, prendre du temps pour l'admettre avec mes aînés, car oui, c'est quelque chose qui n'est pas facile à accepter. Peut-être que notre enfant va mettre énormément de temps à rentrer dans la lecture. Ou peut-être qu'il ira très vite, au contraire. Peut-être que notre enfant va mettre énormément de temps à marcher ou à parler. Alors qu'à côté de cela, peut-être que le petit cousin, ou le copain, ou le fils des voisins, lui, va se mettre à marcher et à parler beaucoup plus tôt. Et là, c'est l'angoisse qui pointe. Est-ce qu'on est vraiment prêt à se séparer de ces attentes-là, à oublier ces attentes-là et à suivre le rythme de l'enfant? C'est très exigeant. Et si on n'est pas prêt, eh bien ça n'est pas grave, aucun problème. On n'est pas obligé d'adopter l'approche montessorienne pour élever ses enfants. Vous pouvez adopter une autre approche, votre approche, y aller à l'instinct, peu importe. Et dans ces cas-là, simplement, oubliez tout ce qu'on vous raconte sur l'approche montessorienne. Ne culpabilisez pas, ne vous faites pas influencer et suivez votre propre chemin. Ça ne pose aucun problème. Si vous êtes encore tenté de suivre l'approche Montessori, êtes-vous prête à vous départir des schémas appris et intégrés durant votre enfance? Est-ce que vous êtes prête à remettre en question votre propre éducation, l'éducation que vous avez reçue et l'éducation que vous avez donnée jusque-là à vos enfants? Remettre en question, ça ne veut pas dire tout bazarder et tout jeter à la poubelle, loin de là. Remettre en question, ça veut dire littéralement se poser des questions. En examinant les différents aspects de l'éducation que vous avez reçue et de l'éducation que vous commencez à donner à vos enfants, qu'est-ce qui est bon selon vous? Qu'est-ce que vous trouvez nuisible? Et qu'est-ce qui est susceptible d'être amélioré? Êtes-vous prête à faire cette remise en question? Elle est fondamentale dans l'approche montessorienne. On n'a jamais fini de se remettre en question. Êtes-vous prête également à admettre que vous ne pourrez jamais contrôler votre enfant? Ça aussi, c'est quelque chose de difficile à admettre.
Parfois, on a été élevé dans une vision très stricte de l'éducation, où les enfants doivent obéir à leurs parents. C'est normal, c'est la règle. Et les parents tentent de contrôler les enfants en haussant la voix, en leur faisant peur, en fait, par leur présence, en se faisant grand, parfois par les fessées, les claques, les punitions, les mises au coin. Bref, ça devient un conflit permanent sous prétexte de vouloir contrôler l'enfant. Est-ce qu'on est prête à accepter que l'on ne pourra jamais contrôler son enfant? Mais rassurez-vous, il y a d'autres solutions pour l'aider à bien grandir, pour le guider, pour l'orienter dans cette vaste jungle qu'est la vie et pour lui proposer un chemin plus facile. Mais ce ne sera jamais en le contrôlant lui. Ce sera en nous contrôlant nous-mêmes et en contrôlant l'environnement. Ce qui est déjà infiniment riche. Mais notre enfant conservera toujours sa liberté. Et vous savez quoi, même avec les punitions, même en cherchant à faire peur à un enfant, l'enfant conserve toujours sa liberté. Et tant mieux, d'ailleurs. Et c'est ainsi qu'on voit parfois des enfants battus se révolter contre le parent qui les bat. Alors, parfois ça finit dans la violence la plus atroce, mais parfois c'est la révolte nécessaire qui permet à l'enfant de prendre son envol et de s'éloigner d'un environnement toxique. Les enfants gardent toujours leur liberté, fort heureusement. Dernier point, est-ce que je suis prête à faire les efforts que réclame l'approche montessorienne? Oui, ça demande des efforts. Il y a beaucoup de choses qui deviennent plus faciles avec l'approche montessorienne, en particulier parce que les enfants sont plus autonomes, parce qu'ils participent aux tâches ménagères, aux activités de la famille, aux services que chacun doit rendre pour participer et apporter sa contribution au bien de la famille. Et puis l'enfant prend ses responsabilités. Je dirais que c'est l'un des grands avantages de la pédagogie Montessori et une des choses qui rend la vie plus facile dans cette approche. Mais en échange, cela nous demande aussi un certain nombre d'efforts. Un effort de retenue, tout d'abord. Ne pas aider l'enfant qui n'en éprouve pas le besoin. Se retenir d'intervenir, de dire, de critiquer. Se retenir de trop expliquer quand on peut simplement montrer. Se retenir de faire à la place de. Bref, beaucoup de retenue en vue. Suis-je prête à faire l'effort d'aménager mon environnement avec tout ce que cela comporte? Suis-je prête à remettre en question l'organisation spatiale de notre chez nous? Est-ce que je suis prête à modifier l'agencement des pièces? À mettre certaines choses en hauteur ou dans un placard? Au contraire, à aménager d'autres choses pour les laisser librement à portée de l'enfant. Ça demande aussi des efforts. Suis-je prête à faire des efforts d'adaptation, à m'adapter sans cesse à l'enfant, encore et toujours? Suis-je prête à faire preuve de respect envers mon enfant, envers ce petit être déjà formé et dans lequel est contenu tout le potentiel humain? Si votre réponse à toutes ces questions est oui, je suis prête, alors vous pouvez commencer vos recherches. Et oui, je dis bien vos recherches, car non, la pédagogie Montessori n'est pas quelque chose qui va nous tomber tout cru dans le bec. La pédagogie Montessori demande du travail, je vous l'ai dit, des efforts. Elle demande de se renseigner, de s'interroger, de se former. Et la première chose à faire, c'est de commencer par connaître le développement de l'enfant. Tout part de la connaissance du développement de l'enfant, puisqu'à partir de la connaissance du développement normal de l'enfant, on va pouvoir l'observer, essayer de le situer pour voir où il en est dans son développement. Alors comment faire? Eh bien, avant tout, je vous recommande bien évidemment les livres de Maria Montessori elle-même. Et une très bonne base pour rentrer dans sa pédagogie et voir si elle vous convient, parce que ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas parce que c'est un effet de mode et que tout le monde vous en parle que c'est réellement l'approche qui vous conviendra. Eh bien, je vous recommande de commencer par l'enfant. L'enfant est un livre assez simple dans son approche, qui résume assez bien l'approche de Maria Montessori. C'est un livre facile d'accès et qui pose les bonnes bases. Si, en lisant l'enfant, vous vous sentez en accord avec ce que vous lisez, vous êtes sur la bonne voie. Si, viscéralement, vous sentez que ça n'est pas pour vous, arrêtez tout de suite. Et comme ça, vous éviterez des frais.
Il y a d'autres livres, bien évidemment, qui sont très intéressants sur le développement de l'enfant. Un que je recommande souvent, c'est Point fort du docteur T. Berry Brazelton. Alors, il y a un point fort de la naissance à 3 ans et un autre de 3 à 7 ans, quelque chose comme ça. Alors, c'est un livre qui date un peu. Il date du début des années 90. Donc, on sait aussi certaines choses supplémentaires. Et tout n'est pas parole d'évangile dans ce livre. Mais c'est très intéressant car ce pédiatre américain a passé 40 ans à observer ses patients. Alors quand je dis ses patients, je parle aussi bien des bébés qu'il recevait en cabinet, mais également des parents des bébés. Et c'est très amusant car c'est vraiment le pédiatre qu'on rêverait d'avoir en consultation durant les premiers mois de vie de son bébé. Il rassure, il explique et grâce à lui, on peut apercevoir, commencer à découvrir ce qui se cache derrière des signaux un peu incompréhensibles chez nos enfants. Certaines crises de larmes, certaines difficultés, et puis au contraire, certaines découvertes, certaines explorations qui nous paraissent sortir de nulle part et tout d'un coup exploser, alors qu'en fait elles ont mûri pendant très longtemps de façon cachée. Un autre livre que j'aime bien recommander, c'est Le cerveau de l'enfant, de Dan Siegel et Tina Payne Bryson. C'est plutôt un livre axé sur la psychologie, les neurosciences chez l'enfant. Et alors c'est un livre un peu plus moderne et qui est également passionnant. Bon, dans tous les cas, je vous recommande de faire preuve d'esprit critique, bien évidemment, en lisant. Essayez de reconnaître dans ce que vous lisez votre propre enfant et voyez si c'est en cohérence avec vos propres observations de votre enfant. C'est justement le 4e point que je voudrais aborder. Une fois que vous avez fait des recherches pour essayer de bien comprendre et connaître le développement de l'enfant, il vous reste à observer votre enfant pour commencer à répondre à ses besoins grâce à l'approche montessorienne. L'observation de l'enfant, c'est l'un des rôles fondamentaux d'un éducateur Montessori. Et c'est d'ailleurs le thème que nous avions retenu pendant tout le mois d'avril, ça a même un peu débordé sur le mois de mai, dans l'accompagnement à la parentalité et à l'instruction en famille Montessori, que j'anime et qui est une communauté privée qui aborde donc un thème différent chaque mois et sur laquelle je partage de très nombreuses ressources. Et c'est aussi une communauté qui se soutient mutuellement et dans laquelle j'anime des séances de questions et réponses régulièrement, en direct par webcam interposée, pour répondre à toutes les questions. Le but est vraiment d'assurer un soutien total à ces familles qui s'engagent ou bien dans la parentalité montessorienne, ou bien dans une démarche de co-schooling ou d'instruction en famille Montessori. Et ce thème apparemment a vraiment passionné les familles. Il a été incroyablement riche parce qu'en observant, on apprend non seulement des choses sur ce que l'on observe, mais aussi sur soi-même. Alors que peut-on observer chez son enfant ? Eh bien, 2 choses importantes. Les périodes sensibles, dans lesquelles il se trouve ou non, et les centres d'intérêt de l'enfant. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Les périodes sensibles, alors j'ai écrit tout un article là-dessus qui vous détaillera tranquillement les différentes périodes sensibles de l'enfant entre 3 et 6 ans. Les périodes sensibles sont des périodes pendant lesquelles un enfant est totalement ouvert à un apprentissage. C'est une période qui est propice au développement d'une compétence particulière. Et passé ce moment, à la fin de la période sensible, bien, certes, l'enfant pourra toujours développer cette compétence, mais beaucoup plus difficilement. Ça ne se fera pas aussi naturellement et aussi aisément. Il est donc très intéressant de profiter des périodes sensibles de l'enfant pour lui proposer les bonnes activités, le laisser se développer librement dans les domaines correspondants et ainsi profiter de l'élan donné par la période sensible pour que les apprentissages se fassent quasiment tout seuls. Et en parallèle de cela, nous allons observer les centres d'intérêt. Ça n'est pas la même chose. Les centres d'intérêt, ça va correspondre davantage au goût, aux passions du moment chez votre enfant. Autant les périodes sensibles sont des domaines larges, comme la motricité, le langage, les relations sociales, autant les centres d'intérêt sont des choses thématiques assez précises et spécifiques. Par exemple, les animaux, les petites voitures, les arbres, les dinosaures, les chevaliers,
les princesses, voilà. Il peut y avoir toutes sortes de centres d'intérêt. Certains extrêmement spécifiques, les créatures préhistoriques du Crétacé, et d'autres beaucoup plus larges, par exemple les animaux de manière générale. Eh bien, une fois que l'on a pu observer chez son enfant là où les périodes sensibles dans lesquelles il se trouve et ses centres d'intérêt, on va pouvoir lui proposer des activités adaptées. Par exemple, si l'on découvre que notre enfant est dans la période sensible du langage, écrit ou oral, peu importe, et qu'il se passionne pour les animaux de la ferme, eh bien, on va pouvoir l'aider à enrichir son langage, écrit ou oral, en lui présentant les mâles, les femelles et les petits de toutes sortes d'espèces animales. Ça va être le moment de lui parler du taureau, de la vache et du veau. Le moment de lui parler du bélier, de la brebis et de l'agneau. Bref, en utilisant le centre d'intérêt comme source de motivation et de plaisir, et en profitant de l'élan de la période sensible associée, l'enfant va pouvoir faire des bonds dans son apprentissage. C'est le meilleur moyen de lui proposer une activité qui va fonctionner. 2 ou 3 autres exemples. Si votre enfant est dans la période sensible de l'ordre, qu'il aime trier, ranger les choses, aligner, ordonner, et qu'en même temps il se passionne pour l'eau, qu'il aime patauger, qu'il prend énormément de plaisir dans son bain, etc., etc. Eh bien, ça pourrait être le moment de lui proposer des activités comme laver une table, laver du linge, qui sont des activités de vie pratique montessorienne, qui sont liées à l'ordre et qui sont aussi liées à l'eau et qui vont lui permettre de patauger un peu dans l'eau. Si votre enfant est dans la période sensible du mouvement et qu'il se passionne pour les petites voitures, eh bien peut-être que c'est le moment de... Je parle d'un petit enfant qui commencerait à marcher. Peut-être que c'est le moment de lui proposer une petite voiture à tirer ou un petit chariot en forme de voiture à pousser ou toutes sortes de choses pour l'aider à encourager son mouvement global, toujours dans le thème des petites voitures. Une fois que l'on a observé l'enfant, c'est là que l'on peut commencer à aménager l'environnement. Il y a un processus que l'on va suivre en permanence sous forme de boucle. C'est que l'on va observer l'enfant, aménager l'environnement et recommencer à observer pour voir les conséquences de nos aménagements. Ainsi donc, lorsque vous avez l'idée d'une activité à proposer à votre enfant, ça ne s'arrête pas là. Peut-être que votre activité va très bien fonctionner et peut-être qu'elle ne va pas fonctionner du tout. Et là, il faut observer. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est le centre d'intérêt de l'enfant qui en fait a changé? Est-ce que c'est la période sensible et qu'en fait on s'est trompé? Est-ce que simplement l'activité a été mal agencée, mal présentée? Est-ce qu'elle ne répond pas aux besoins de l'enfant? C'est en observant que vous pourrez faire des analyses et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et à partir de là, vous pourrez faire des ajustements. C'est là où je vous disais que l'une des qualités indispensables et l'un des efforts que l'approche montessorienne réclame, c'est un effort d'adaptation. Nous allons sans cesse nous adapter. Pourquoi? Parce que l'enfant lui-même est en perpétuelle évolution et adaptation. Et c'est la deuxième question qui revient tout le temps sur le groupe Facebook du Terrier des Montessori 7. Quelle activité pour mon fils ou ma fille de 18 mois, de 3 ans, de 4 ans? Malheureusement, ce n'est pas la bonne question. Et on est toujours gêné sur les groupes Montessori lorsqu'on voit apparaître ces questions. Alors je ne jette pas du tout la pierre aux parents qui les posent, c'est tout simplement qu'ils s'imaginent que la réponse est simple. En fait, la réponse est très complexe, car aucun enfant de 3 ans ne ressemble à un autre enfant de 3 ans. Il ne sera pas dans les mêmes périodes sensibles, il n'aura pas les mêmes centres d'intérêt. Et donc, ce qui est réellement important, lorsque vous voulez avoir des idées d'activité, c'est d'observer votre enfant, et ensuite de dire « Voici ce que j'ai observé. Je pense qu'il est dans telle période sensible. Et puis, il s'intéresse particulièrement aux chevaux, aux tracteurs, peu importe. Auriez-vous des idées d'activité qui pourraient répondre à ses besoins et l'intéresser? Et là, on peut faire quelque chose. Là, on peut aller piocher dans le riche réservoir d'activités montessoriennes. Et encore mieux, on peut en inventer spécifiquement pour l'enfant. Car il y a beaucoup d'activités qui se déclinent à l'envi,
et des domaines comme la vie pratique qui ne sont limités que par l'imagination. Voilà les premières étapes que je vous suggère pour vous lancer dans la pédagogie Montessori. Première étape, ne surtout pas se ruer sur le matériel. Deuxième étape, se poser quelques questions pour savoir si on est vraiment prête avant de démarrer l'approche montessorienne. Puis se renseigner, s'informer sur le développement de l'enfant, en particulier par de bonnes lectures. Ensuite, observer l'enfant pour pouvoir commencer à répondre à ses besoins. Et enfin, et seulement enfin, commencer à aménager l'environnement, à proposer du matériel et des activités Montessori si on le souhaite. Dans tout ce processus, la dernière chose que je vous recommande, c'est de ne pas rester seul. C'est vraiment une aide fondamentale que d'avoir le soutien d'une communauté, de faire ce voyage avec d'autres personnes, certaines plus avancées que vous, certaines moins avancées que vous, certaines à votre niveau, et de progresser ainsi ensemble. Si vous avez donc, malgré toutes mes mises en garde, l'intention de vous lancer dans l'approche montessorienne, rassurez-vous, ça en vaut la peine. Eh bien, vous pouvez rejoindre le Terrier des Montessori 7, comme je vous le suggérais. Le lien sera dans les notes de ce podcast, mais vous pouvez aussi le trouver tout simplement sur mon site montessori7.fr. Et si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, même si ça se passe dans une communauté avec un groupe, eh bien vous pouvez aussi rejoindre l'accompagnement à la parentalité et à l'IEF Montessori, où là vous aurez toute mon attention, mais aussi, comme je vous le disais, tout le soutien de la communauté qui est déjà présente, organisée. Il y a une 50aine de familles. Et nous pourrons parler aussi bien d'instruction que de parentalité. Là aussi, les liens sont dans la description de ce podcast. Voilà pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je voudrais profiter de la fin de cet épisode pour vous parler de certaines activités qui plaisent particulièrement aux enfants, à mes enfants en l'occurrence, et qui peuvent vous donner des idées de choses à proposer éventuellement aux vôtres. En particulier, une idée qui fonctionne très bien en ce moment avec notre fils Stanislas qui commence à rentrer dans l'écriture, mais qui n'en est pas encore à écrire des mots avec un crayon sur du papier. Il écrit des lettres, mais il n'écrit pas encore des mots. Et il en est encore au travail sur l'alphabet mobile, où il compose beaucoup de mots avec l'alphabet mobile Montessori, le petit alphabet mobile. Et malgré tout, nous cherchons à valoriser ce qu'il écrit, pour l'encourager à apprendre encore davantage, à avoir de l'énergie, de la curiosité, à encourager sa soif d'apprendre. Et bien pour valoriser ce qu'il écrit, lorsqu'il compose des mots avec l'alphabet mobile, eh bien, nous pouvons ensuite le patafixer sur une feuille et en faire la photocopie. Et du coup, cette photocopie, on peut même l'envoyer à la famille, on peut envoyer ça sous forme de lettres. Il n'est pas encore capable d'écrire des longues lettres à l'alphabet mobile, ça lui prendrait énormément de temps, mais pouvoir envoyer un petit mot de temps en temps, pouvoir envoyer gros bisous écrits phonétiquement avec l'alphabet mobile et avoir la réponse de ses proches, eh bien, c'est quelque chose qui est très valorisant pour lui et qui l'encourage sur le chemin de l'écriture. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, si vous voulez participer au jeu concours, de laisser une note et un avis. J'insiste, si vous ne mettez pas d'avis, vous êtes anonyme et je ne pourrai pas vous tirer au sort pour pouvoir gagner 2 jeux de société des éditions La Caverne, le jeu mystique Les Saints de la Légende Dorée et le jeu Dynastie Le Temps des Mérovingiens. Et donc vous pouvez laisser une note et un avis sur Apple Podcast, si vous avez un appareil Apple, et sur iTunes, si vous avez un PC. Je vous remercie beaucoup d'être encore avec nous cette semaine et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous jeudi pour notre capsule Montessori du jeudi. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.